Je vais te raconter une histoire qui m'a collé des cauchemars pendant des mois. La réserve faunique des Laurentides, c'est la plus vieille du genre dans l'est du Canada. Près de 2 millions d'acres de nature qui n'a jamais été touchée. C'est l'endroit rêvé pour la chasse. Même le nom y fait penser. On disait que la vérandrie venait d'un mot cri. Va pour chasser et rendrie pour grand. La grande chasse loin de la maison. Alors, pendant la saison des armes, t'en vois partout des vestes fluorescentes et des casquettes oranges qui jurent avec le vert des arbres. Moi et mes potes, on n'a jamais été chasseurs. On vient de la côte Est. On est plutôt du genre à avoir du mal à sortir de Nouveau-Brunswick. Alors l'idée de passer nos week-ends à dépecer un animal fraîchement abattu ne nous attirait pas du tout. Quand on a découvert qu'il existait une période en plein été pendant laquelle la chasse y était strictement interdite, on a sauté de joie. Imagine, des pans entiers de forêt presque déserts. On s'est dit qu'on allait l'avoir pour nous tout seuls. On s'est mis en route, 8 heures par jour pendant 3 jours, pour arriver jusqu'au Québec, depuis Moncton, Nouveau-Brunswick. Parce que 1500 milles d'affilée, franchement, ça nous aurait rendu malades. On s'est fait un petit périple. Arrêt à la ville de Québec, Saguenay, les Laurentides. À Québec, putain, j'aurais presque déménagé pour la poutine. Je l'avais vu à la télé chez Anthony Bourdin. Il a dit vrai, c'est une claque. Quand on a enfin atteint la vérandrie, on était prêt à tout lâcher. Traduit en beau, on voulait se débrancher et retrouver la paix. En vrai, on voulait juste se saouler autour d'un feu qui crépite, chanter à tue-tête des airs de punk irlandais et oublier le monde. On l'a fait, et on l'a fait bien. Trop bien peut-être, parce qu'au bout de 2 des 4 nuits qu'on devait camper, on n'avait presque plus de bière et plus du tout de tabac. Pas l'idéal. C'était tard dans l'après-midi quand on a ouvert les glacières et découvert 3 bouteilles intactes. Juste assez pour tenir compagnie pendant des heures de marche jusqu'au premier dépanneur. On a marché 3 heures pour atteindre un endroit sur la lisière d'un village qui s'appelait Lac-Simon. Un coin qui s'appelait Alcool des Bois. À peine une cabane en bois. Mais putain, c'était la caverne d'Ali Baba. Sur les murs, des panoplies d'animaux empaillés. Cougars, ours noirs, chevreuils, orignaux, renards roux qui te regardaient avec leurs yeux de verre. L'odeur de bois sec, de cuir et de cervoise artisanale. Jean-François, le propriétaire, nous a fait goûter des cidres locaux, des spiritueux, des petites bouteilles qui piquaient le nez. On est entré pour acheter une caisse ou 2 et on est sorti avec les sacs pleins. Bière, jerky de chevreuil maison, des bouteilles de vin de pays et une bouteille, une seule, d'une bière noire locale qu'il appelait Abraxas, vieillie en fût, à 11%. Oui, tu as bien entendu, 11%. On l'a caché précieusement dans le sac. Le soleil commençait à baisser quand on s'est rapproché du campement. Les pieds me faisaient mal d'avoir marché toute la journée, et la bière calmait la douleur, comme un pansement sur une brûlure. J'ai fini par ouvrir le paquet de jerky et balancer des tranches à tout le monde, en espérant que ça absorberait un peu l'alcool. À ce stade-là, tu connais, les vessies commencent à crier famine. À chaque pause, l'un de nous s'éloignait 5 minutes sur le sentier pour pisser derrière un arbre. C'était une soirée magnifique. Les grillons frottaient leurs pattes en rythme. Des chauves-souris tournaient au-dessus de nos têtes, leurs ailes coupant l'air. On sentait le parfum humide de la terre et des aiguilles de pin. Tout paraissait tendre et sûr. Arrivé mon tour, j'ai dit que je m'éloignais pour faire pipi.
Mes potes se sont assis sur le bord du sentier avec leur bière. Je me suis enfoncé entre des arbres. J'ai trouvé un coin. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis je me suis retourné pour rentrer. C'est là que j'ai entendu les premiers sons. Au début, c'était comme des murmures, étouffés, des pas qui froissaient les feuilles mortes. J'ai cru que c'étaient d'autres campeurs, peut-être une bande sympa avec qui partager un verre. J'étais déjà à moitié bourré, con comme pas deux, et l'idée de faire connaissance m'a traversé l'esprit. Allez, un verre, des histoires, des rires. J'ai poussé un fourré pour atteindre une petite clairière, et tout a basculé. 3, 4 hommes se sont arrêtés, se sont tournés vers moi. Leurs visages m'ont coupé la respiration. Vêtus d'habits rapiécés, des bottes fendues, du cuir craquelé, du jean sale, ils avaient l'air de vivre dehors depuis des années. Chacun tenait quelque chose. Des machettes, des couteaux, Bowie, une massue cloutée et rouillée qui aurait pu appartenir à un autre siècle. Je les regardais et j'ai senti une odeur de métal dans l'air, comme si la rouille respirait. Entre eux, ligotés, enroulés, la terre était retournée autour d'elle. Une jeune femme se tordait au sol. Son corps était une carte de bleu et d'égratignures. Ses doigts cherchèrent la terre comme pour s'accrocher à la vie. Une étoffe lui barrait la bouche. Elle faisait des sons, des suppliques à demi étouffées, des grognements, des petits gémissements qui me sont restés dans la gorge comme un goût de fer. Je suis resté collé là, comme un imbécile. J'ai senti mon cœur tambouriner dans ma poitrine. Chaque battement me cognait les tempes. Mon estomac s'est noué. J'avais la bouche sèche. L'odeur de sang m'a bouché le nez. L'un des types s'est approché. Un sourire foutu aux lèvres. Et il a levé un doigt vers ses lèvres pour me faire signe de me taire. Son regard était devenu une lame. C'était clair. Il ne voulait ni témoin, ni ami. J'ai fait demi-tour sans réfléchir. D'abord tranquillement, puis j'ai commencé à courir. La peur m'a donné des jambes que je n'avais pas. Mes potes m'ont vu débouler. Leurs yeux ont pris la même expression de terreur. On a tous sprinté sans se retourner. On a couru jusqu'à ce qu'on n'ait plus de souffle. L'un de mes potes a fini par vomir sa bière et des morceaux de jerky sur lui. Il n'y avait plus rien de glamour dans la soirée. On a continué de courir jusqu'à sentir les battements de nos cœurs se calmer, jusqu'à ce que les arbres redeviennent seulement des arbres. De retour au camp, la tension a éclaté en dispute. Un de mes potes a voulu appeler la Sûreté du Québec tout de suite. Un autre a dit qu'on devait filer du bois tout de suite, prendre la voiture et rouler jusqu'à une motelle le plus vite possible. Qui allait conduire? Si on appelait la Sûreté et qu'elle envoyait une patrouille, et que l'un de nous devait souffler dans un éthylomètre, on se prenait peut-être des emmerdes. On s'est dit qu'on appellerait d'abord la Sûreté, et qu'après, on partirait se planquer dans un hôtel avant qu'on nous contrôle et qu'on nous embarque. On a appelé. Mon pote a donné tous les détails qu'il pouvait, la voix qui tremblait, la description des types, de la fille. Puis plus rien. On a attendu. On a guetté le moindre bruit de voiture. On a guetté des gyrophares au bout de la route. Rien. Silence qui colle. Aucune nouvelle de la Sûreté. Aucune sirène. Les minutes sont devenues des heures. Depuis cette nuit-là, je me suis posé des milliers de questions. Est-ce que la femme a été sauvée? Est-ce que quelqu'un a réussi à la tirer de cette clairière? Parfois, quand la nuit se fait lourde, je sens encore l'odeur de métal et le bruit de ses gémissements. Et je sais, au fond, qu'une partie d'elle est restée là, arrachée par des hommes qui n'avaient ni loi ni conscience. Même si elle a survécu, une part d'elle est morte dans cette clairière. Et c'est cette image qui me réveille, en sueur,
le cœur battant comme si la masse cloutée revenait frapper contre ma porte. Je me dis parfois que la forêt garde tout, les pas, les voix, les cris, que quand on s'aventure trop loin, on peut réveiller des choses qui n'ont pas l'intention de parler. Alors maintenant, quand la nuit tombe sur les arbres et que le vent fait craquer les branches, je n'entends plus seulement les grillons. J'entends autre chose, des chuchotements qui viennent de très loin et qui ont une odeur de rouille. Au moins une fois par an, la famille de mon beau-père organisait une petite virée de camping, quelque part dans les montagnes des Laurentides, au Québec. Ma mère était mariée avec lui depuis environ 6 ans. Alors j'avais eu l'occasion d'y aller plusieurs fois, quand mon boulot le permettait. La première fois que je les avais accompagnés, c'était tout de suite après leur mariage. On avait chargé la benne du pick-up de Jean-François avec tout le matériel, tente, sac de couchage, glacière. Et on avait pris la route depuis notre maison à Toronto. Le trajet avait duré 9 heures. On était passé la frontière Ontario-Québec, près d'Ottawa, quand on s'était arrêté pour faire le plein. On était tous sortis du camion pour s'étirer, respirer l'air humide du matin, aller aux toilettes. Jean-François avait remis quelques pièces d'$1 au vieux pompiste pour qu'il nous remplisse le réservoir. J'avais fini dans les toilettes et j'étais revenu vers le camion. J'avais entamé une petite conversation avec le vieux pompiste. Au début, il avait paru affable, posé des questions sur notre destination, combien de temps on comptait rester, ce genre de choses. Mais quand j'avais dit qu'on allait camper, son visage avait changé. « Faut respecter la nature », m'avait-il dit d'une voix sèche. « La nature, elle pardonne pas. Laisse rien derrière toi sauf tes empreintes. Fous pas le bordel, sinon la forêt te racontera vite que t'es pas le bienvenu. » J'avais ri, un petit rire gêné, assuré que nous étions respectueux, qu'on ne laisserait aucune saleté. Il avait juste hoché la tête, sans sourire, et était retourné s'asseoir sur sa chaise. Il avait fini de remplir le réservoir en silence. Des heures plus tard, on était bien avancé dans la province, près de la sortie pour les Laurentides, et on avait fait un dernier arrêt avant le camping. C'était une réserve faunique qui faisait aussi stationnement pour camionneurs, avec un panneau d'information sur la flore et la faune locale, ours noirs, orignaux, cerfs de Virginie. Quelque chose m'avait accroché le regard dans le coin inférieur du panneau. Gravé dans le plastique blanc, il y avait juste 2 mots. « Respecte la nature ». J'avais senti un froid me remonter l'échine, parce que ce sont exactement les mots que le pompiste m'avait balancés. C'était bizarre, bien sûr, mais je m'étais dit que c'était une coïncidence. Des mots banals, le même message, à des centaines de kilomètres de distance. Ça n'avait aucun sens. C'est le genre de truc qui n'arrive que dans les films d'horreur stupides. Alors je n'en avais rien dit à personne. À quoi bon ? Ça aurait paru fou. On avait repris la route et on était finalement arrivé au terrain de camping. On avait fait la ronde des bonnes soirées, accolades, poignées de main, embrassades avec des cousins comme Marie-Claude, avec oncle Luc. Ensuite, on avait monté une grande tente de luxe, une tente de grand confort, où on allait dormir tous ensemble. Quand on avait enfin fini, on était retourné près du feu, à griller des saucisses, à chanter de vieilles chansons françaises, pendant que mon demi-oncle Luc gratouillait sa guitare. L'air sentait la fumée, la pinède humide, le gros bois qui crépitait. Les étoiles tapaient doucement contre la toile de la tente. Plus tard, quand on est retourné vers nos toiles pour dormir, on a vu quelque chose posé dans l'herbe, juste à l'entrée du campement. Un oiseau mort. Petit, les plumes déjà collées, en décomposition.
L'odeur nous a frappés d'un coup, une odeur acide, sucrée, de chair qui rend malade. Mon petit frère Étienne a commencé à paniquer. Un burk collectif a résonné entre les arbres. Jean-François a fait une blague pour détendre l'atmosphère. Il a dit que les pets de la voiture de mon frère puent bien plus. Puis il a pris une lampe et un bâton et il a éloigné le cadavre. Je l'ai observé, à la lumière blafarde de sa lampe. Il avait pris l'oiseau et en triturant ses plumes, il avait enlevé quelque chose qui était caché sous l'aile putréfiée. Un petit bout de papier, plié. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il l'a bâclé, comme si de rien n'était. Il a dit qu'il n'avait rien trouvé. J'ai voulu insister, mais j'ai vu son regard. Un regard qui n'était pas juste surpris. Il était effrayé, vraiment effrayé. Je me suis tu. Le lendemain matin, quelques membres de la famille ont dit qu'ils avaient entendu des pas autour de leur tente pendant la nuit. Des pas sur des aiguilles de pin. Ils cherchaient qui avait fait une balade nocturne, s'il y avait un somnambule dans le groupe. Personne n'a admis être sorti. L'atmosphère s'est chargée. Le silence a pris du poids. La seconde nuit, il y a eu moins d'agitation. Il n'y a pas eu de pas. Mais quelque chose d'autre m'a coupé le sommeil. Au milieu de la nuit, j'ai entendu la voix d'Étienne, de l'autre côté de la toile. D'abord, j'ai pensé qu'il lisait à voix haute. Il lisait parfois au lit, mais il n'avait pas de lampe. J'ai tendu l'oreille. Sa voix était basse, presque mécanique. Des phrases, des mots que je n'aurais jamais pensé entendre sortir de sa bouche d'enfant. Il débitait mot pour mot ce qui figurait sur le panneau d'information de la réserve. Exactement, mot pour mot. Des mots sur le comportement des orignaux, sur les loups, sur des légendes que l'on chuchotait dans les Laurentides. Il avait pris des termes savants, des tournures que mon petit frère n'aurait pas connues normalement. Le souffle dans ma poitrine s'est bloqué. J'ai écouté jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. J'ai dormi d'un œil, sans presque fermer la paupière. Je me suis réveillé épuisé. Jean-François parlait d'une voix tendue. Quand je suis sorti de la tente, j'ai compris pourquoi tout le monde pliait. Personne ne restait. On devait pourtant rester encore quelques nuits. Mais on a rangé en silence, comme des gens qui quittent une maison hantée. On ne parlait presque pas. Les visages étaient fermés. Jean-François m'a demandé d'aider vite fait. Son regard m'interdisait toute question. On a pris la route vers l'Ontario avant midi. J'étais soulagé d'échapper à cette forêt. Je suis resté muet jusque chez nous, serrant les dents. Je savais qu'il faudrait un moment propice pour poser des questions. Il fallait savoir ce qui avait autant effrayé tout le monde. Je voulais aussi savoir ce que Jean-François avait sorti de l'aile de l'oiseau lors de la première nuit. On est rentré tard le soir. Jean-François a porté mon frère endormi de la voiture au lit, doucement, comme on porte un petit trésor cassé. Après un repas tardif, je me suis retrouvé seul avec lui, devant la télévision qui ronronnait silencieusement. Il a su ce que j'allais demander avant même que j'ouvre la bouche. Il a posé les yeux sur moi et il a cédé. Il y avait effectivement un petit papier sur l'oiseau. Il m'a dit que ça disait « Rentre chez toi ». Il pensait que c'était une connerie, une farce d'adolescent du coin, ou peut-être un cousin amer qui lui en voulait d'avoir quitté le Québec pour l'Ontario anglophone. Il avait décidé d'ignorer le mot et de le jeter. Quand je lui ai demandé s'il avait entendu Étienne parler dans sa tente, il m'a regardé comme si c'était étrange. Non, il n'avait rien entendu. Puis il m'a expliqué ce qui avait fait paniquer la famille, au point qu'on avait déserté le camping. Le cousin qu'il soupçonnait d'avoir laissé le premier papier, le mari de Marie-Claude,
s'était réveillé à l'aube, complètement ivre de bière, somnolent. Il s'était levé pour pisser, à moitié endormi, et était ensuite revenu. C'est en se frottant les yeux qu'il avait vu quelque chose près du foyer. Un chevreuil mort, posé là comme un avertissement. Il l'avait déplacé pour éviter que les autres se lèvent dessus et vomissent. Tout le monde s'était réveillé, et ils avaient rassemblé leurs affaires pour partir. Mais ce n'était pas la pire découverte. Ce qu'il y avait sur l'animal les avait tous glacés. Quelqu'un avait gravé quelque chose dans la chair du chevreuil. Ça n'avait pas l'air d'être des coups faits après la mort. La peau était entaillée, le sang avait coagulé, comme si on avait écrit les lettres, tandis que l'animal saignait encore. Les lettres n'étaient pas de larges plaies ouvertes, mais du sang séché, des traits noirs et marrons qui formaient des mots. Juste 2 petits mots. Je l'ai demandé. Il a eu un soupir lourd, incapable de soutenir mon regard. « Dernier avertissement », a-t-il dit. C'était comme si prononcer ces mots les ramenait dans la chair. J'ai senti mon cœur se comprimer. Le bruit de la télé s'est retiré au loin. On a bu le silence. Le reste, je l'ai senti plus qu'il ne me l'a dit. L'odeur du sang sec qui colle aux doigts, la vision des lettres formées de coagulation, les larmes grasses sur la peau du cerf, l'idée qu'on ait été marqué, l'idée que la forêt, ou quelqu'un qui se cachait dedans, avait tracé une phrase sur une bête vivante pour qu'on la voie à l'aube. Une menace qui n'avait pas eu besoin de voix, juste une écriture de sang. Et puis, au milieu de cette terreur froide, le petit mot dans la plume « Rentre chez toi ». Le même avertissement, encore. Je n'ai pas dormi ce soir-là non plus. Je me suis souvenu du pompiste, de son regard dur. Je me suis souvenu du panneau avec son message. Et j'ai senti, tout au fond, quelque chose qui tournait comme une lèvre contre la peau de mon cou. Quelque chose qui voulait qu'on parte, qui voulait qu'on retourne où l'on était venu, qui voulait qu'on ferme la bouche et qu'on n'existe plus ici. Depuis, chaque fois que je sens l'air des bois, j'entends des pas sur des aiguilles de pin. Chaque fois que j'aperçois une plaque de plastique blanche, j'attends de lire des mots qui me diront de m'en aller. Je n'ai jamais su qui avait écrit sur l'oiseau, ni qui avait ouvert le cerf, ni qui avait mis la menace dans les plumes. Mais je sais une chose. Il y a des endroits où la nature réclame le respect, non pas comme une courtoisie, mais comme une obligation. Et si tu ne l'écoutes pas, elle te le rappellera d'une façon qui ne pardonne pas. Je n'y suis jamais retourné. Au début de 2014, quelques amis et moi avons eu une idée pour une collecte de fonds. On a parlé de se raser la tête, de courir un marathon, d'organiser un pique-nique communautaire. Mais rien n'a accroché. Tout avait l'air usé, déjà vu. Si on voulait vraiment récolter des dons, il fallait frapper fort. Alors j'ai proposé quelque chose d'absurde. Passer 7 nuits à la Belle Étoile après avoir marché 20 miles au cœur des Laurentides, au Québec. C'était fou, assez fou pour attirer des dons. Je n'ai pas cru que mes potes accepteraient. Et pourtant, pour une raison inexplicable, ils ont dit oui. C'était un jeu de chiffres. On annonçait 7 nuits, 20 miles, sans abri pour les sans-abri. Et on regardait les bourses s'ouvrir. À la date du départ, nous avions amassé la somme de 1 250 $ et 50 cents, un peu plus de 950 $ américains pour la Maison du Père, un organisme montréalais qui aide ceux qui dorment dans la rue et les gens en crise de logement. On s'est sentis fiers comme jamais. Mais à l'approche du jour J, l'angoisse a grignoté notre enthousiasme.
Les Laurentides, c'est la zone d'entraînement d'une unité d'élite des forces canadiennes. Le terrain est sauvage, rugueux et imprévisible. On avait planifié le raid pour le début d'avril. Pluie froide, vent violent. On a dû mettre pas mal d'argent dans du matériel d'armée usagé. Le seul abordable est vraiment fiable pour survivre 7 nuits en forêt. On est parti tout en camouflage, sac à dos énorme, écrasé par des conserves et des bidons d'eau. Chaque mile en plus, c'était plus de douleur. Épaules en feu, pieds meurtris, genoux qui protestaient, nuque et cuisses qui criaient. Au 17e mile, mes 2 potes ont jeté l'éponge. Je suis resté seul à vouloir continuer quand ils ont proposé d'appeler un taxi pour les 3 derniers miles. Pierre-Luc, l'un d'eux, a affirmé que son sac était incroyablement lourd, qu'il ne pouvait plus avancer. Je me suis demandé ce qu'il avait bien pu embarquer pour que son équipement soit si pénible. On a monté notre camp au bord d'un grand lac d'eau douce, et là j'ai compris. Il traînait une carabine à air comprimé, une carabine à plomb calibre 22 qui devait peser la moitié de son sac. Franchement, ça m'a agacé. S'il l'avait laissé, peut-être qu'il aurait tenu le coup. Mais bon, les garçons et leurs jouets, hein? On avait 8 jours devant nous. Enfin, 7 nuits, et le tir de loisir, ça occupait. Et qui sait, si on trouvait un pigeon ramier ou un lapin, on se serait offert de la viande fraîche. La première nuit, on s'est effondré, épuisé, autour d'un feu au bord du lac. Les flammes craquaient, ça sentait la résine et le vêtement mouillé. Le matin suivant, on s'est levé à l'aube, persuadé qu'une chasse à la première lueur serait payante. On s'est dit que peu d'animaux seraient actifs, mais qu'on aurait l'avantage. Ce ne fut pas le cas, pas une seule prise. Et pourtant, au détour d'un sous-bois, en plein milieu de nulle part, on est tombé sur quelqu'un. On a débouché d'une lisière et on a croisé un promeneur de chiens, les yeux encore flous de sommeil. C'était impossible, la probabilité d'une rencontre ici était minime, mais il était là, sur le sentier, qui nous regardait avec nervosité. Un groupe de mecs en camouflage, l'un d'eux tenant une carabine qui ressemblait trait pour trait à une arme à feu. On a fait signe, il a souri, on est repassé. Rien de plus. Il n'a pas posé de questions, n'a pas évoqué l'arme. On s'est dit qu'il n'irait pas dénoncer à la Sûreté du Québec. On était naïfs. On a oublié l'incident. L'après-midi, on a ramassé du bois, façonné des abris. Le soir venu, autour du feu, on s'est raconté des histoires qui faisaient rire plus que peur. Quelques bières ont aidé à baisser la garde. On s'est endormi dans l'abri que l'on avait monté avec une grande bâche, collé, fatigué, couvert d'odeurs de fumée et de terre humide. Puis, en pleine nuit, quelque chose m'a réveillé en sursaut. Il aurait dû faire noir comme la mort, et pourtant des rayons de lumière ont percé la toile, des faisceaux coupants, vifs. J'ai entendu une voix aboyer. « Équipe d'intervention de la Sûreté du Québec, sortez les mains. » Un ordre sec, mécanique. On est sortis un à un comme on nous disait. Mes mains tremblaient tellement que j'ai cru sentir mes os vibrer. La lumière m'a ébloui. Ces lampes n'étaient pas tenues à la main. Elles étaient fixées au bout d'armes. L'acier a lu la lumière. La lumière a transpercé nos yeux. La peur m'a tordu l'estomac. Je suis resté surpris que je ne me sois pas brassé dessus. Par terre, on a tous frappé la boue du sol, main derrière la tête, comme des gamins pris en faute. Les bruits de la forêt se sont éteints, remplacés par le souffle lourd des intervenants, le clic des galoches, le frottement des vestes tactiques. Nos battements de cœur martelaient mes tempes. L'air avait l'odeur de la pluie et du métal chauffé. L'équipe a fouillé notre abri. Ils ont trouvé la carabine.
On l'a, chef, a sonné une voix grave. J'ai entendu plus qu'on voyait. Des bruits, des mots qui confirmaient. C'est votre matos? Juste une carabine à plomb, à première vue. On a attendu, couché, le visage collé au sol froid et humide, la terre qui s'infiltrait dans nos vêtements. J'ai senti l'eau s'imprégner de ma manche, l'odeur du cuir humide, la lourdeur du sac sur mes côtes. Ils nous ont demandé si on faisait un exercice militaire. On a répondu non, tous les trois en même temps. On a expliqué la vérité, bêtement honnête. C'était pour une œuvre de charité, sans-abri pour les sans-abri. Ikat, la maison du Père. Mis à part la carabine, ils avaient l'air presque impressionnés. J'ai pensé qu'ils allaient être furieux pour la fausse alerte. Mais non. Pour eux, recevoir ce genre d'appel, c'était du boulot en plus. Heures sup, chasse aux imbéciles armés. Ils vivaient pour ça. La catapulte d'adrénaline avait changé l'ennui des flics en repas. C'était déroutant. Ils nous ont relevés, posés sur nos fesses, puis interrogés. Ils ont fouillé nos affaires moins profondément qu'on ne l'espérait. Ils ont parlé d'une odeur étrange dans l'air, mais n'ont pas inspecté la bâche, comme si quelque chose les retenait. Ils nous ont confisqué la carabine et ont rendu nos couteaux et notre matériel de pêche, même si l'on a avoué ne pas avoir de permis pour pêcher dans les lacs du coin. Ils nous ont dit, à peu près, de ne pas refaire ça. On ne va pas vous poursuivre. Ils l'ont dit, ils l'ont garanti à voix basse, presque comme une faveur. Dans la nuit, en remballant le camp, j'ai senti la paranoïa s'installer en moi comme une odeur qui ne part jamais. Je pensais sans cesse qu'ils allaient revenir sur leurs paroles, nous emmener au poste, nous infliger des procès-verbaux pour intrusion armée. Les lois sur l'introduction illégale en terrain d'autrui sont sévères au Québec. À ce jour, je n'ai strictement aucune idée de pourquoi ils ne nous ont rien fait. J'ai voulu croire qu'ils avaient été touchés par notre cause, par la collecte, qu'ils avaient en fait preuve d'indulgence. Mais la vérité, je crois, c'est qu'on a eu de la chance, purement et simplement. Et j'ai toujours l'impression que la carabine n'a pas été la seule chose qu'ils ont prise cette nuit-là. Un mauvais geste, un bruit hors de place, et je n'y serais peut-être pas pour raconter. La terre humide, la lampe qui me transperçait la rétine, la voix rauque qui s'est écriée « Par terre !» Ces images sont restées. Ils auraient pu nous arrêter. On s'en est sortis. On a continué le voyage après. Mais quelque chose en nous avait changé. Chaque craquement de branche faisait battre nos cœurs comme des battants de tambour. Chaque souffle d'air sentait la menace. Quelques années plus tard, je repense encore à cette nuit-là. Quelques amis et moi. On avait fait un voyage de camping dans les Laurentides. C'était rude. Le temps n'avait fait aucun cadeau, le terrain non plus. Pourtant, le bilan était plutôt positif. Personne n'avait été blessé, personne ne s'était perdu. Rien de vraiment inquiétant n'était arrivé. Rien, jusqu'à la dernière nuit. Quand on est revenu au petit village québécois d'où devait partir notre autobus, on était mort de fatigue, physiquement et nerveusement vidé. 5 nuits en montagne, ça te détruit. On avait à peine dormi, à peine mangé. Alors, quand on a aperçu le petit casse-croûte graisseux qui servait de refuge, poutine, tourtière, j'ai senti les yeux me piquer, presque des larmes. L'odeur de graisse et de sel, mêlée à la fumée, m'a frappé comme une caresse salutaire. On faisait tourner les têtes des habitués. Je ne leur en veux pas. On était un paquet, yeux injectés, cheveux gras, fringues qui sentaient le feu de bois. Ils étaient curieux, gentils.
Le propriétaire nous a bombardés de questions sur notre sortie. Parler des Laurentides, là-bas, ça te ramonne le capital sympathie. Fallait avoir du caractère pour vivre ici, il a dit en souriant. On est reparti le ventre plein, et on est allé chercher le bar du village, l'unique taverne du coin. Ils nous ont accueillis, ils nous ont laissé même rester 1 heure ou 2 de plus que d'habitude, juste pour qu'on puisse se réchauffer avant notre départ tardif en autobus. On les a remerciés, on les a embrassés presque, façon de parler, et on est parti environ 20 minutes avant l'heure prévue de l'autobus. Rue presque plongée dans l'obscurité, lampadaire qui marchait à moitié. On avançait en formant un groupe bancal. Important, l'arrêt d'autobus se situait juste à côté d'un petit pont qui enjambe la rivière du Nord. Dans cette nuit pâle, on savait qu'il y avait un pont. Ce qu'on ne voyait pas, c'était ce qui s'y trouvait, à chaque instant. Les minutes filaient. On regardait nos montres comme si ça allait les faire revenir plus vite. 2 douches chaudes, un lit qui te colle, de la vraie bouffe. Moins de 10 minutes à attendre peut-être. Puis on a entendu un bruit de l'autre côté de la rivière. Un grognement. Au début, on l'a attribué à la fatigue, peut-être à l'alcool. Mais le son a monté, s'est fait plus présent, plus humain. Il était bourré et en colère, ça s'entendait. Quelqu'un, je ne sais plus qui, a trouvé l'énergie de vérifier. C'était Jean-François, notre gars de Montréal. Je ne regardais pas, mais j'ai entendu ses pas lourds sur le métal du pont. Il est monté lentement, un claquement après l'autre. Puis, après un instant, il est redescendu en courant par les marches, plus vite que quand il était monté. Attrapez vos sacs. Bougez, a-t-il soufflé, la voix serrée. On n'avait aucune idée de ce qui se passait. Moi, j'ai pensé à une connerie, une blague pour mettre du piment sur les dernières heures. Mais un regard dans ses yeux m'a fait taire. Jamais je ne l'avais vu comme ça. Jamais. Alors, on a commencé à entendre autre chose. Des pas rapides sur le pont en métal, des grunts qui se rapprochaient. Quelqu'un traversait le pont à toute vitesse, entrecoupé de jurons. On a pris peur. On s'est tous saisis de nos sacs. On les a traînés à travers la rue et on s'est planqué dans une ruelle sombre. L'ombre nous bouvait, mais on pouvait encore voir la pente du pont, la lumière qui glissait sur le métal. On voulait voir ce qui avait fichu Jean-François dans cet état. On l'a vu. Un homme titubait sur les marches métalliques du pont. Il tenait quelque chose, un éclat d'acier dans la nuit. Une machette, a soufflé quelqu'un, la voix étranglée. Au son de nos mots, l'homme a braqué l'attention sur nous. Il a levé l'énorme lame. On a entendu le métal frôler le vide. « Toé !» a-t-il hurlé, avec un accent québécois lourd, la voix pleine de colère. Il a commencé à descendre les marches en courant, la machette qui balançait dans sa main. On a pris la fuite. On a filé dans la petite rue sombre, sans savoir où aller exactement. N'importe où, sauf là. Celui qui menait a eu la présence d'esprit de faire le tour du pâté. Trop s'éloigner de l'arrêt d'autobus, c'était rater notre seule sortie. L'autobus interurbain suivant ne passerait pas avant 2 jours. On l'a su, et ça nous a glacés. Retourner à l'arrêt, risquer une faucheuse, recevoir une lame en plein corps, rester loin et manquer le bus, se retrouver coincé au milieu de nulle part. On s'est mis en mode opération militaire, sans le vouloir. On a avancé par 2, couvrant les mouvements de l'autre, regardant pour voir la menace. D'une façon ou d'une autre, on s'est rapproché de l'arrêt d'autobus sans tomber sur lui. On a pensé l'avoir semé. On a respiré plus profondément. On a tenté de se détendre. L'autobus aurait dû arriver. 5 minutes après l'heure prévue, l'angoisse a remonté.
Certains disaient qu'on l'avait raté, qu'il allait falloir trouver une place pour passer la nuit avant de recroiser le mec à la machette. Mais ils n'ont pas eu le temps d'aller plus loin dans leur pessimisme. Une silhouette familière est sortie d'une ruelle mal éclairée. Notre cœur s'est arrêté à la vue de ce qu'il tenait. La machette, la même. « Yo !» a-t-il braillé encore, et il s'est mis à venir vers nous, lentement. Là, quelque chose en nous a brûlé. C'était l'adrénaline, ou le désespoir pur. On a décidé de tenir notre place. On a riposté en hurlant. On a sorti nos maigres couteaux suisses et on l'a défié. Ridicule ? Peut-être. Glorieux ? Oui. D'un coup, on est passé d'animaux effarouchés à petits soldats prêts à défendre un morceau de rue. Ce qui est arrivé ensuite ressemblait à une scène de film. L'homme a commencé à marcher en zigzag vers nous, la machette scintillant, faisant claquer l'air. Il était un peu freiné par notre contre-attaque, mais pas assez. Une sensation affreuse m'a envahi. L'un de nous pouvait se faire mutiler à tout moment. Et puis, plus loin, là où la route s'éloignait de la rivière, on a entendu un moteur. Une fourgonnette de la Sûreté du Québec a déboulé au tournant, le moteur qui grondait, sirène contenue, mais bien là. C'était la cavalerie, comme dans les vieux westerns. On a eu un regain de courage. On a avancé, on l'a poussé, on l'a coincé vers la fourgonnette. Il n'avait pas vu venir. Il ne s'est rendu compte de rien jusqu'à ce que la fourgonnette freine en crissant et que 3 costauds de la Sûreté du Québec en sortent comme des bêtes. Ils se sont jetés sur lui. Le bruit, quand il a été plaqué au sol, a été infect. Le crâne qui heurta le béton, un bruit sourd qui a fait vibrer la nuit. On n'a pas eu pitié. On a applaudi, on a crié. Les lumières des maisons se sont allumées une à une. Des visages se sont collés aux fenêtres pour voir le spectacle. Et comme si la scène n'était pas déjà assez, l'autobus est arrivé, au même virage que la fourgonnette. On a continué de hurler, on a récupéré nos sacs, on a marché vers notre sauveur en métal avec des pas qui flottaient. Les policiers ont voulu nous questionner, ils ont insisté pour avoir nos versions. On leur a expliqué que c'était notre seule liaison pour revenir en ville. On a promis de rappeler pour donner nos dépositions. On n'a jamais appelé. On était juste heureux d'être vivants, d'être complets. J'ai toujours aimé le camping. Avant, j'y allais chaque été. Cette fois-ci, le goût du feu, de la poutine, des rires au coin du feu, tout ça a été terni par une nuit où une machette a failli envahir nos vies. Parfois, on revient de la nature avec des histoires. Celle-là, on ne l'a racontée qu'à voix basse, au bar, comme si la nuit pouvait encore nous entendre. L'été de 2011, quelques amis et moi avons décidé d'organiser un petit camping dans la forêt Montmorency, à quelques kilomètres de la ville de Québec. La forêt était modeste, mais elle nous a offert ce dont on avait besoin. L'air qui mord la peau, l'odeur résineuse des sapins, le silence qui n'existe plus en ville. Montréal peut étouffer. Alors, toute occasion de se retrouver dans les Laurentides, on l'a saisie. Au début, tout semblait banal. Puis, à mesure que la date approchait, les choses se sont défaites, une par une. Des amis ont appelé, des messages sont arrivés. Maladie dans la famille, manque d'argent, paresse. Finalement, nous sommes restés 2. Nous 2. Moi et mon chum, Jean-Guy. Un matin d'été au soleil franc, nous avons pris le train de Via Rail jusqu'à la forêt. Le ciel était pur. Un souffle d'air léger caressait les feuilles. La randonnée n'a pas suffi à nous étouffer comme on le craignait. Nous avons vite trouvé un emplacement ombragé, juste au bord d'un ruisseau. Eau pour laver, eau pour boire. Parfait, sauf que l'endroit était ouvert.
trop visible. Le sentier passait juste à côté. Aucun camouflage. On aurait dit que la forêt nous avait posé sur une scène. C'était la fin d'après-midi. On était crevés. On a allumé un feu pour cuisiner, feu petit, feu nécessaire. Mais le feu porte une voix, le bois qui brûle, la nourriture qui chante, la fumée qui monte comme un phare. On aurait aussi bien pu hurler notre position. On savait ça. Alors, on n'a pas été surpris quand un groupe de gars du coin est tombé sur notre camp. Ils sont descendus, en boitant presque, pour venir jaser. Au début, ils ont paru amicaux. Accent épais, un mélange de français et d'anglais maladroit. Ils fumaient, ils riaient, mais il y avait quelque chose, une vibration, un mauvais pli dans le regard. Moi, ça m'a tordu l'estomac. Un truc primitif s'est mis à gronder. Ces signes minuscules, un regard qui se fixe un peu trop longtemps, des questions qui fouillent la provenance, combien de temps on restait. Ils cherchaient, pas dînaient. Ils ont parlé, mais c'était des sondes. Quand ils sont partis, hors de portée de l'oreille, Jean-Guy m'a dit qu'on devait bouger. D'habitude, c'est lui qui se fait rassurer, lui qui tremble pour rien. Là, il a dit « On part d'ici ». J'ai senti que c'était la bonne décision. Peut-être paranoïa, peut-être. Mais face à ce genre d'intuition, on a pris le parti de la prudence. On a éteint le feu, on a emballé nos affaires, on a tout étouffé du mieux qu'on a pu. La braise, l'odeur, la chaleur. On a trouvé un autre endroit assez vite, une colline boisée, dense. De là, on dominait l'ancien camp. Pas en ligne droite, mais si on s'approchait d'une minute, on voyait tout. La vue sur les collines laurentiennes nous a rassurés le jour. Le soir, elle a créé des ombres. On a rallumé un feu plus discret. On a fait cuire des nouilles instantanées et ouvert nos boîtes de conserve. On a bu et on a fumé. On a parlé n'importe quoi jusqu'à ce que la voix se casse, jusqu'à ce que l'alcool et la fatigue nous tirent dans un sommeil flou. On s'est réfugiés sous des ponchos, chacun dans son sac de couchage. Je suis certain de m'être assoupi dès que j'ai posé la tête. Je n'ai pas de souvenir d'avoir sombré, seulement le noir qui a recouvert tout. Puis, je me suis réveillé en sursaut, noir complet. Et ce bruit, une camionnette qui rugissait au loin. Le son m'a ouvert comme une plaie. J'ai senti la bile au fond de la gorge. La gueule de bois m'a frappé comme un coup de poing. J'ai voulu me rendormir. Impossible. Le moteur a continué à monter en puissance. Ça s'approchait. Quelque chose m'a poussé à aller voir. Par réflexe, par peur. Quand je suis arrivé au bord de la colline, j'ai vu des faisceaux de lampes de poche partout, en bas, sur notre ancien emplacement. La camionnette avait descendu le chemin forestier jusqu'à notre feu éteint. Des voix parlaient de fort en français. Je me suis dit que c'était peut-être des jeunes qui faisaient tourner un véhicule volé. Peut-être. Mais la prudence m'a tenu tranquille. Je suis revenu réveiller Jean-Guy. Je lui ai raconté 2 ou 3 fois. Je ne sais plus. Il était aussi sonné que moi, mais quand il a compris, il s'est levé. On a étouffé notre feu, on a roulé notre couverture sale dans la bouche du sac. On a pris nos jumelles, on est retourné au bord de la colline en rampant, pas un son. Le cœur tambourinait, les veines du cou battaient, l'air avait l'odeur piquante de la fumée froide et de la rosée. Avec les jumelles, ce que j'ai vu m'a glacé. L'homme qui tenait la lampe a braqué la lumière sur ses compères. Dans leurs mains, batte de baseball, marteau, une corde. Ils crachaient, ils juronnaient qu'ils étaient revenus trop tard pour nous choper. On ne savait pas pourquoi. Pour nous faire du mal peut-être, pour nous chasser peut-être. De loin, on distinguait leurs gestes.
taper dans ce qu'on avait laissé, piétiner le foyer que nous avions dressé avec soin. Ils semblaient satisfaire juste à détruire. En bas, ils ne fouillaient pas méthodiquement. Ils traînaient la patte, comme si l'idée de chercher les gens les énervait plus que de les trouver. Un d'eux est resté en garde. Les autres ont fouillé le camp comme s'ils cherchèrent des raisons de se venger. Nous n'avions que des couteaux suisses pour nous défendre. Rien d'autre. Si l'un d'eux avait eu l'idée, la patience, de monter jusqu'à nous, on n'aurait eu aucune chance. Ils avaient un véhicule, nous, des sacs et des jambes lourdes. On est resté sur la colline toute la nuit. Ni l'un ni l'autre n'avons fermé l'œil. Au fil des heures, les lampes ont disparu, puis réapparu. Parfois, la camionnette revenait, rugissait un peu, repartait. À un moment, j'ai cru qu'ils allaient revenir plus nombreux. On a imaginé tout et n'importe quoi. On s'est échangé des scénarios horribles pour tenir la peur à distance. Mais rien n'a bougé, pas vraiment. Ils sont partis au petit jour, ou du moins, ils ont pris assez de distance pour que leur bruit s'éloigne. On est resté jusqu'au matin, la peau encore recroquevillée par le froid et l'adrénaline. Quand on a finalement marché vers la gare, j'avais le goût du goudron et du feu dans la bouche. On avait prévu de rester encore 2 nuits. Je me suis senti volé et en colère. Mais surtout, j'ai senti la chance infinie nous sourire, parce qu'ils ne nous ont pas cherchés sérieusement. Peut-être qu'ils dormaient leur gueule de bois. Peut-être qu'ils étaient paresseux. Peut-être qu'ils n'étaient pas tout à fait décidés à faire ce que leurs gestes promettaient. Dieu sait ce qui les aurait poussés si on avait été là. On est rentré en train à Montréal comme des voleurs. On est rentré la queue entre les jambes, avec nos sacs vides d'aventure, mais pleins de cette peur lourde qui s'accroche sous les ongles. On a coupé le voyage court. Appeler la Sûreté du Québec nous a semblé risqué, trop téméraire. Et si les types savaient où on habitait? Et si ça leur donnait une raison de revenir? On a choisi le silence. Faites attention quand vous partez. Que ce soit loin ou juste, un peu au-delà de chez vous. Il existe des gens qui sourient et qui portent des couteaux dans des mains qui semblent amicales. On a été sauvés par la fatigue, par la paresse de ceux qui nous suivaient et par un concours de malchance favorable. Mais la forêt, elle, ne pardonne pas. Elle garde les bruits, elle garde les odeurs. Et parfois, elle laisse des yeux veiller dans l'obscurité. Moi, je l'ai senti jusque dans les os. Je raconte ça parce que la nuit, encore parfois, j'entends un moteur lointain. Et je me revois, immobile, sur la colline, regardant des faisceaux de lampes traquer l'endroit où, un instant, nous avions vécu. Nous avions pris un autobus de nuit de Montréal jusqu'à Gaspé, quelques années plus tôt, à cause d'une envie de camping sauvage pour une semaine. Le camping sauvage, c'est pas du camping classique, pas de tente. On se débrouillait avec des imperméables ou des bâches pour se faire un toit de fortune, et on dormait à même le sol. Oui, parfois c'est dur, mais c'est le défi. Ça brûle la graisse sous les semelles, si tu veux, et puis ça forge. Il était environ 5 heures du matin. On avait à peine dormi et on tentait de se frayer un chemin à travers la campagne québécoise. Naturellement, on s'est planté. On avait 6 milles et demi devant nous, soit environ 9 heures de marche, et on s'était gouré 2 minutes après être sorti du car. J'en revenais pas qu'on pouvait être aussi stupide. Il faisait à peine 5h30 du matin. On formait déjà un trio étrange, camouflé sous nos sacs. On a arrêté un cycliste qui passait pour demander notre chemin. Il était affable. Il nous a indiqué la bonne direction. On l'a remercié et on a tourné au coin de la rue.
on a aperçu un monument aux morts qui allait nous servir de repère. Les champs de blé s'étendaient comme une mer dorée. On s'est arrêté. On a posé nos sacs sur un banc près du monument. On a cherché de l'air. Le monument se trouvait à une croisée de chemins. Ça m'a donné un frisson, parce que j'ai pensé aux histoires qu'on raconte sur les gens enterrés au carrefour. Cette idée m'a travaillé un peu. Le soleil nous baignait d'une lumière chaude quand on a pris la direction sud-ouest vers le pont Gargouille. La route était étroite. Parfois, on était obligé de marcher sur la chaussée pour rester de niveau. À notre gauche, on a vu notre premier lapin. On l'a pris pour un bon signe. On s'est mis à faire comme si on visait avec des lunettes imaginaires, à faire pof, pof, à se frotter le ventre comme si on allait le manger. Le lapin nous a repérés et s'est éclipsé dans une haie. On a continué, les sacs lourds sur les épaules, en passant devant une enseigne ringarde en bois, Renard Pierre, avec 2 épées en plastique qui en sortaient. On était bien qu'au Québec pour voir des trucs comme ça. On est arrivé au pont Gargouille et on a traversé la baie. Au pied du pont, il y avait une vieille forge noire. On a remonté une pente douce. On est passé devant l'école secondaire du coin et on est tombé sur un chemin de ferme. On avait avancé vite et il n'y avait pas d'ouvriers dans les champs, juste une foule de bêtes qui paissaient. La maison du fermier était nette comme un sous-neuf, mais la remise à bétail et les bâtiments voisins étaient en ruine. J'ai pensé qu'ils abritaient peut-être des chauves-souris. Des moutons avec des agneaux tout frais nous ont repérés et se sont écartés d'un bond, tout nerveux. On a contourné la remise à bétail et on a escaladé 2 clôtures pour éviter une grosse cuve à déchets. En montant, on s'est retrouvé devant un autre type de clôture, électrifiée. « C'est électrique ?» a demandé quelqu'un d'un ton plaintif. J'ai suivi le fil du regard et j'ai vu qu'il s'enfonçait dans un boîtier de batterie. J'ai grimacé. Trop haut pour sauter avec nos sacs, impossible de ramper dessous sans se coincer. J'ai imaginé la douleur d'une décharge électrique au bas-ventre. J'ai repéré un morceau de bois mort, posé au milieu de bouses de vaches fraîches, des mines à éviter, et j'ai évité les crottes avec précaution. J'ai traîné le morceau de bois jusqu'à la clôture. Il était assez lourd pour immobiliser le fil. En passant par-dessus, j'ai entendu un bourdonnement, léger et menaçant. On a traversé 2 champs en escaladant la clôture qui les séparait. Ce n'était pas facile avec nos sacs. J'ai sorti mon téléphone pour filmer la montée de la première de nombreuses collines. À mesure qu'on grimpait, on a commencé à respirer fort. Les sacs ont soudain semblé 2 fois plus lourds. On s'est penché en avant pour garder l'élan. Les pas sont devenus courts, arrachés. Au sommet le plus pentu, les plaisanteries se sont tues. On s'est hissé sur l'herbe en s'essoufflant. J'ai senti la faim me tirer la poitrine. Notre premier point de repos est apparu. On a déposé les sacs à quelques mètres de l'endroit où on avait planté notre tente lors d'un voyage précédent, et on a laissé nos jambes se délier. Mon coloc Corentin s'est enlevé le t-shirt. Il était trempé de sueur, et j'ai vu de la vapeur s'élever de ses épaules, comme si son corps fumait. « Putain, Jean-François !» l'autre gars a lancé. « Il y a de la vapeur qui sort de toi. » On a ri. On a sorti des cigarettes roulées, de la bouffe. Jean-François et moi avions des biscuits d'avoine, les mêmes. On les a tartinés de fromage à tartiner et on a partagé le café du réchaud. Ce petit réchaud à cartouches allait devenir notre centre de gravité pour la semaine. Corentin s'est mis des vêtements secs et a lorgné une boîte de all-day breakfast qu'il avait prise pour l'occasion. On était à l'ombre, l'air était plus frais, et on a contemplé le paysage
en suçotant des miettes de biscuits ou en fumant. Il était déjà 7 heures du matin, mais notre manque de sommeil donnait l'impression que la journée était bien plus avancée. C'était perturbant, mais on a estimé pouvoir arriver au bar de la baie vers 10 heures. Corentin n'y croyait pas. La mauvaise tournure prise au début ne lui avait pas suffi. Il s'attendait encore à une autre galère. Ce pressentiment s'est avéré justifié. Après avoir avancé lentement mais régulièrement le long de la crête, on est arrivé à un petit regroupement de maisons qui servait de repère. Après discussion, on a décidé de traverser un champ de vaches. C'était la seule clôture praticable à vue. On a choisi la solution parce que ça semblait court et rapide, et parce que ça évitait une autre clôture électrique, bien plus laide. À mi-parcours, j'ai senti les vaches se figer. Elles nous regardaient. D'habitude, ça n'est pas intimidant, mais leur nombre, leur regard ouvertement hostile, m'a fait ralentir. Elles nous regardent toutes, ai-je dit. C'est juste de la curiosité, a répondu Jean-François. Les vaches ont commencé à marcher vers nous, en s'étalant en ligne. Ça m'a rappelé une formation de bataille. Elles venaient vers nous. Elles voulaient juste nous voir de plus près, a dit Jean-François, comme pour se rassurer. Les vaches ont accéléré en trottinant, puis en un galop lourd et maladroit. Corentin s'est arrêté et a reculé, comme si reculer pouvait arranger quelque chose. J'ai moi aussi arrêté et j'ai commencé à me retourner. J'ai repéré un petit enclos avec des conducteurs électriques. « Baille, mon gars, sauve-toi !» a lancé Corentin. On a essayé de courir avec nos sacs. Ça n'a fait que ressembler à des bonds maladroits. J'avais déjà mis un pied dans l'herbe haute et j'ai pensé qu'une mort par électrocution, rapide, vaudrait peut-être mieux que d'être piétiné. « Ne courez pas !» Jean-François a hurlé. L'ordre a déclenché quelque chose dans mon esprit. Je me suis arrêté, je me suis retourné vivement, et j'ai levé les bras pour paraître plus grand. Corentin a imité le mouvement. Sans même se concerter, les vaches ont semblé répondre. Certaines se sont arrêtées, d'autres ont ralenti. Au loin, de l'autre côté du champ, j'ai entendu des cris indistincts, le fermier qui nous ordonnait de longer la clôture vers la porte. « Suivez la clôture, allez vers la porte !» criait-il. « Allez-y, c'est correct, restez collés, avancez. » La voix venait comme d'un autre monde, mais on l'a comprise. On a avancé lentement, en restant compacts, les bras écartés. Les vaches nous entouraient, se bousculant pour mieux nous voir. Elles étaient agressives entre elles. Certaines se montaient les unes sur les autres, pour mieux apercevoir. Je me répétais que tout allait bien, que c'était sans danger. Mais je ne riais pas. J'étais réellement terrifié. Mes membres tremblaient. J'ai franchi la barrière de bois pendant que le fermier nous parlait toujours. Ils sont juste curieux. Ils viennent juste jeter un petit coup d'œil. Si vous longez le bord du champ, vous irez bien. Si vous avez traversé, alors, il a cessé de parler et a regardé ailleurs, comme gêné. Puis il nous a indiqué la route. Suivez cette route, elle est tranquille. Tournez à droite sur la route principale et suivez-la. Ne vous engagez pas dans la ferme, continuez et vous trouverez la route pour la baie. On l'a remercié. On était soulagés. Il avait l'air à la fois intéressé et exaspéré par le remue-ménage. Chaque fois que j'ai raconté cette histoire, les gens ont ri. Je comprends. Voir un groupe de citadins de Montréal flipper devant des vaches s'apprête à sourire. Mais sur le moment, on a eu la peur de notre vie. Et quand on est rentré, on a réalisé combien on avait été en danger sans le savoir. Les vaches font plus de morts chaque année que les requins, et souvent de la même manière que je viens de décrire. Un randonneur qui coupe à travers un champ, plutôt que de suivre le bord,
où un passage sécurisé se fait piétiner par des bovins protecteurs. Depuis, la Sûreté du Québec a rappelé aux agriculteurs de ne pas mettre des veaux et leurs mères dans des prés accessibles au public comme mesure de précaution. La prochaine fois que l'idée de prendre un raccourci à travers un pré te traversera l'esprit, vérifie d'abord s'il est occupé. Tu pourrais te retrouver face à une surprise brutale, inattendue et très, très dangereuse. Je me suis réveillé en pensant au camping. Toujours. J'ai toujours préféré l'air libre à l'étouffement du quotidien, aux petits problèmes du premier monde. Je faisais tout moi-même, sans la tente quand je pouvais, des abris taillés à la hache, boire au ruisseau, chasser, poser des pièges. En avril de l'année dernière, 2 amis et moi sommes partis de Québec pour un voyage de randonnée et de camping de 4 nuits sur le sentier international des Appalaches. Les sacs dépassaient largement 50 livres. On a marché l'équivalent d'environ 32 kilomètres dans les collines vertes de la péninsule de la Gaspésie avant d'atteindre notre première grande source d'eau. Une longue bande d'eau claire, tranquille, nichée au fond de la vallée des monts Chic-Choc. La marche a duré 2 jours. 18 heures de pas d'affilée certains jours. Nos sacs ont commencé à nous creuser les épaules à chaque pas, comme des lames. Pourtant, la réussite nous enivrait. Les jours et les nuits ont défilé pendant qu'on avançait le long du sentier, à fouiller la forêt pour trouver à manger. C'était épuisant, une lutte constante. Mais la paix que la nature donne, elle est profonde. Le soir, on embrochait des saucisses sur un bâton et on les a dévorées comme des loups. On a chauffé du cidre de pomme bien sucré dans nos gamelles sur le feu. On a entendu les hiboux pousser des appels, des cris qui semblaient ne venir de l'autre monde. Les braises montaient en tourbillon, petites lucioles rouges qui s'éteignaient dans l'obscurité. Mes paupières se sont alourdies à chaque nuit. On avait trouvé pas mal de fruits. L'eau était abondante. Mais la protéine nous manquait. Les œufs de canard, pas une trace. Trop lent, trop peu d'expérience, nos pièges n'ont pas attrapé de lapin. Nos cannes à pêche bricolées n'ont pas marché comme d'habitude. On s'est senti au bord du désespoir. On ne pouvait pas vivre uniquement de barres de céréales et de beurre d'arachide. Il a fallu envisager un aller-retour jusqu'au village le plus proche, à environ 11 kilomètres. Évidemment, on s'est perdu. Après quelques heures de marche, on a pris un raccourci et on a commencé à grimper une côte assez raide. Je me souviens d'une brume épaisse qui s'accrochait au sommet, 500 mètres au-dessus de nous. Sauf qu'elle n'était pas là pour rester. Elle attendait. Elle attendait que la température baisse assez pour rouler jusqu'à nous. Et elle l'a fait. J'ai vu mon ami Jean-François devenir une silhouette floue quand je marchais derrière lui. On a essayé de plaisanter. On a essayé de garder le moral. Puis on a commencé à voir des restes d'agneaux nouveau-nés. Avril, c'est la saison des naissances pour les brebis, donc à la base ce n'est pas forcément anormal. Mais ces corps étaient intacts. Aucun charognard ne les avait touchés. Il y en avait beaucoup. Beaucoup trop. Ça nous a mis mal à l'aise. Alors, quand la silhouette d'un chalet est apparue, on a soufflé. On ne savait pas où on était. Rien sur la carte ne parlait de ce chalet. Mes lampiers me hurlèrent. L'eau dans les bouteilles a commencé à se faire rare. On a décidé d'aller demander notre chemin. On a franchi un petit muret de pierres sèches pour atteindre le bâtiment, parce que le chalet était bizarrement encastré dans la pente. Il n'y avait aucun sentier menant à une route. La maison paraissait coupée de tout contact humain. On s'est arrêté devant ce qui tenait lieu de portail.
quelques branches à moitié grossièrement taillées, liées avec des clous rouillés et une ficelle pourrie. Jean-François a tiré. Rien. Il n'y avait pas de gond. Le portail est retombé entre ses mains. On l'a mis de côté, un peu gêné, un peu confus. La petite cour devant la porte était envahie par les herbes. L'herbe poussait entre des dalles de béton cassées. Éparpillés comme pour décorer, il y avait des objets. Des choses attachées aux branches d'un jeune arbre. Des petites voitures, une balle de tennis, une brosse à cheveux. Une brouette rouillée gisait au pied de l'arbre, pleine de boue et contenant quelques livres gondolés, des cassettes vidéo et une petite figurine d'enfant. Les objets formaient un cercle grossier autour de la figurine. Tout faisait tache, tout faisait ancien. Je suis arrivé devant la porte, la main moite. Mon bras s'est alourdi. J'ai frappé 3 fois, sans rythme. J'ai tendu l'oreille. J'ai regardé à travers la petite fenêtre sale, à droite de la porte délabrée. À l'intérieur, j'ai distingué encore d'autres objets entassés, des étagères pleines de choses qui n'allaient pas ensemble. Et je me suis retourné vers Jean-François pour dire « On repart, il n'y a personne ». Il n'a pas répondu, il n'a pas bougé. Il avait cet air pâle, perdu. Il regardait, mais pas comme quelqu'un qui vient d'apercevoir un meuble. Je n'ai pas tout compris sur le moment. Il avait regardé par la fenêtre pendant que je frappais. Il avait vu mieux que moi à l'intérieur. Puis il a secoué la tête très vite, comme si quelque chose refusait de rester en place dans sa mémoire. Il a commencé à respirer court. Il s'est mis à reculer, puis il s'est précipité hors de la cour, comme si la maison avait tout d'un coup poussé un souffle qui l'avait repoussé. Je l'ai suivi, en criant, en demandant ce qui n'allait pas. Il ne m'a répondu qu'une fois, entre ses dents serrées. « Il faut partir, maintenant ». Plus tard, ce soir-là, autour de notre feu de camp, avec des bières que l'on soignait comme un trésor, j'ai finalement trouvé le courage de lui demander ce qu'il avait vu. Il a recommencé à secouer la tête, le même mouvement incontrôlable. Les mots ont traîné, comme s'il cherchait des pièces qui manquaient dans une phrase. Puis il a parlé. Il a dit qu'il y avait quelqu'un dans ce chalet, quelqu'un qui s'était caché. Il a dit que pendant que je tambourinais à la porte, la personne à l'intérieur avait regardé dehors. Juste un regard, droit dans les yeux de Jean-François. Mon ami a juré n'avoir jamais vu quelqu'un dans un tel état. Il ne savait pas si c'était un handicap de naissance ou si on l'avait cassé à coups de poing jusqu'à ce que son visage devienne autre chose. Le visage n'était plus un visage, c'était un relief de chair. Quand leurs yeux se sont accrochés, la figure apparut terrifiée mais vivante. Et Jean-François a ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. Il n'aurait pas survécu tout seul là-haut. Il n'y avait pas de provision, pas d'évidence qu'on s'occupait de lui. Quelque chose d'autre vivait dans cette maison. Quelque chose qui, selon la façon dont il l'a dit, pouvait très bien être en train de revenir vers nous. À ce moment-là, le silence autour du feu m'a paru soudain très lourd, comme si la nuit retenait sa respiration. Dieu merci, nous n'avons pas attendu pour voir ce que c'était.